aujourd'hui, on a un invité. Invité qui fait de plus en plus connaître à cause de son blog qui s'appelle The Nomad Historian. Moi, je pourrais dire pour faire plaisir aux nationalistes, l'historien nomade. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de le traduire mot à On mot pourrait le comme dire ça comme ça, aussi. oui. Ouais, c'est de le dire comme ça. Mais dans le fond, Patrick, c'est toi qui animes ce blog-là. On est en communication là, depuis un certain temps là, via Patreon. Puis je voulais t'inviter dans le podcast justement pour venir jaser d'une couple d'affaires. Mais d'abord, avant tout, je sais que dans le fond, pour te présenter un peu aux auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas, toi, dans le fond, tu es né à Montréal puis tu as fait une partie de ta jeunesse là-bas, là, de ce que je comprends. Oui, exact. Je suis né à Montréal, écoute, au milieu des années 70. Aujourd'hui, j'ai une famille, je reste toujours dans la région de Montréal. J'ai 3 enfants et tout ça. Donc voilà, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse à Montréal et Lanaudière qui est pas loin. J'ai fait mes études majoritairement à Montréal, jusqu'à l'université d'ailleurs. Et Tu as été à McGill, ouais. si ma mémoire est bonne. C'était histoire, sciences politiques, c'est ça ta formation à la base? Ouais, exactement, exactement. Écoute, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens que après mon cégep, j'avais pris une année off à l'époque. J'avais fait un programme d'échange et tout ça. J'étais parti. J'étais jamais vraiment inquiète de mon avenir ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, pour tout dire, j'ai décidé d'aller à McGill en histoire et sciences politiques juste parce que j'étais un junkie de politique depuis très jeune. Mhm. Pas comme militant ou quoi que ce soit, mais comme observateur. Tu sais, j'étais un gars qui a toujours aimé regarder et suivre la politique canadienne, américaine, française, etc. Et puis même si je venais d'une famille où mon grand frère est ingénieur et mon père n'était pas du tout dans ce domaine-là, moi j'étais attiré par ça. Puis quand je suis revenu, quand j'ai pris cette année off-là, je suis revenu, puis je me suis inscrit à McGill en histoire et politique, en me disant, je ne sais pas ce qui va arriver par la suite. Je n'étais pas inquiet de la suite, mais tout ce que je voulais, c'est aller à l'université, à McGill, parce qu'à mes yeux, c'était une des meilleures universités au Canada, puis j'avais l'occasion d'y aller, donc pourquoi pas. Et puis je ne l'ai pas regretté. Mhm. Tu me disais, quand on préparait un peu ce qu'on allait dire dans le cadre de ce podcast-là, tu me disais que quand tu avais commencé tes études, tu t'envisageais être journaliste. Plus tard, à la suite de ces études-là, la question que j'ai envie de te poser, c'est es-tu content de ne pas avoir fini journaliste aujourd'hui? Aïe, 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 c'est une question que je me pose tout le temps d'ailleurs, hein, puis je me dis, écoute, il y a une partie de moi qui se dit oui, puis ça l'explique un peu la décision que j'ai prise à l'époque de pas continuer là-dedans. Tu sais, quand j'étais à McGill, quand j'étais pas dans mes cours ou quoi que ce soit, j'étais à fond dans le journal étudiant. Il y avait une version francophone du le McGill Daily à l'époque, auquel je me suis impliqué. Puis bon, c'est une façon aussi Mhm. d'être avec la communauté étudiante et tout ça. Et puis j'adorais ça. Hein. Je veux dire, c'était l'occasion de discuter politique. Puis là, ben, on retourne dans ces années-là. Hein. Moi, j'ai fait mes études universitaires post-référendum de 95. Donc, tu t'imagines, là, j'ai rentré à l'université en 96. Il y avait encore un peu d'effervescence. Tu sentais encore un peu les tensions sur le campus de McGill à l'époque. Donc, c'était intéressant pour ça aussi. Mhm. Donc, j'ai un peu tout fait. Hein. J'ai agi en tant que journaliste, en tant que rédacteur. J'ai fait de la mise en page. Je travaillais on avait trouvé un caricaturiste à l'époque. On travaillait ensemble pour trouver des, euh, des sujets de caricature et tout. Bref, j'ai touché un peu à tout ça. Euh, Puis à la fin de mes études de McGill, à la fin des années 90, je me disais, ouais, le journaliste, pourquoi pas? J'avais même passé petit test, un concours, hein, exact, un concours pour Un pour faire un concours. stage à la presse et tout Ouais. ça. Finalement, j'avais pas été retenu. Puis bon. Bref, j'ai continué, puis j'ai déménagé à Québec l'année suivante. Je me suis inscrit à McGill. Je me suis dit, bon, regarde, je vais faire un certificat en journaliste, je vais voir. J'ai hésité longuement. Hein, est-ce que je continue? Est-ce que je fais une maîtrise en histoire? Est-ce que j'avais même envisagé de déménager aux États-Unis à l'époque pour essayer peut-être de faire une maîtrise. L'histoire américaine m'a toujours intéressé, fait que je me suis dit, bon, tu sais, pourquoi pas?
Mais bon, finalement, j'ai fait ça, puis je le regrette pas dans un sens parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas tout à fait pour moi. Tu sais, je te l'ai dit par courriel quand on a échangé, je l'ai même pas complété le programme. C'était pas pour moi, hein. Je pense que j'avais pas le profil de personnalité, je dirais. Tu sais, j'ai toujours été un peu tête forte, moins aujourd'hui, mais à l'époque Mhm. encore plus là. Moi, me faire dire quoi écrire, quand, pour qui, etc. Bon, je me sentais captif dans un moule, puis je détestais ça. Tu sais, Ouais. Tu voulais pas qu'un directeur de ah, pupitre ça, arrive et non, dise, garde, ce titre-là, tu vas le changer. Puis la conclusion, ouais, ça risque de exact. choquer. Puis là, tu dis, ouais, je le Exactement, sais, tu sais. c'est pour ça que je Un l'ai peu la écrit. Tu sais. liberté que j'avais sur le campus à McGill, mais c'est bon, c'est normal, hein, tu sais, campus journal étudiant, c'est ça. Donc bref, j'ai laissé tomber. Et puis à ce moment-là, je suis revenu à Montréal, j'ai rencontré ma conjointe que j'ai aujourd'hui à l'époque. Et puis là, j'ai fait un tournant complet. J'ai rappelé mes anciens boss à Montréal, parce que pendant mes études, j'avais travaillé chez Bombardier à l'époque. Mon frère travaillait là, j'avais des contacts. Bon, tu sais comment ça marche. J'ai agi comme planificateur Mhm. l'été et tout. Puis bon, c'était un domaine qui était hyper intéressant, qui était en effervescence aussi à Montréal à l'époque. Bombardier, c'était vu comme l'entreprise à Montréal à l'époque, là. Pas comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, tu sais, je le sais un peu ce que tout le monde en pense. Mhm. Tu sais, quel échec, on a mis de l'argent là-dedans et tout, là, mais à l'époque, Bombardier, c'était, tu sais, il y avait quasiment un prestige d'aller travailler là. Tu sais. Fait que de fil en Ouais, ouais. aiguille, je suis resté dans le domaine, puis aujourd'hui, ça fait pratiquement 20 ans que je travaille en aéronautique, dans des rôles de planificateur, acheteur, gestionnaire et tout ça. Là, aujourd'hui, j'occupe un rôle de manager d'une équipe de supply chain et de technicien dans une entreprise qui fait de l'entretien de moteurs d'hélicoptère. Bon, bref. Donc, c'est un parcours un peu particulier. Tu sais, je me suis toujours Mhm. senti, pour être bien honnête avec toi, comme un peu l'outsider là, tu sais, de ce domaine-là. Je côtoie des ingénieurs à tous les jours, des gens, tu sais, Ouais. disons, de cette nature-là, mais je me suis toujours senti confortable quand même là-dedans. Puis au fil des années, mon amour premier pour ce qu'on jase depuis le début, l'histoire, la politique, la sociologie, name it, je veux dire les humanités au sens noble du terme, là, pas tout ça, ça m'a toujours Ouais, ouais. fasciné et tout ça, et j'ai tout le temps, et T'as toujours été je suis un interpellé par ça, lecteur là. un peu fou, là. Je lis énormément, énormément. Des romans un peu, là, mais surtout pour dire du non-fiction, comme disent les Anglais, là, je lis un peu de tout. Là. Je veux Ouais, dire, des essais, ce des genre de. essais, tu sais, je peux lire, une semaine, je peux lire du Michel Onfray, la semaine Mhm. d'après, je peux lire, bon, le livre qu'on va se parler aujourd'hui, la semaine d'après, je peux lire un roman de Houellebecq, ou je peux, tu sais, bon, peu importe. Ouais, ouais, je comprends. Je lis un peu de tout. Fait que tout ça, un peu, ton parcours, ton scolaire, ton désir un jour d'être journaliste, Mm. ton, euh, ton intérêt pour la politique, l'histoire et le fait que tu consommes des livres, que tu dévores de la connaissance, ça t'a un peu, d'une certaine manière, amené à cette idée-là de partir ton propre blog où finalement, tu es la personne qui décide ce que tu écris là-dedans. Avant que tu nous expliques un peu qu'est-ce qui a amené à l'ouverture de ce blog-là. Ton blog, il y a quelque chose d'original quand même, il est bilingue. Ouais. Et tu l'expliques dans un texte hein, qui est sur ton blog, mais j'aimerais ça que tu l'expliques un peu aux auditeurs pourquoi, dans le fond, tu as décidé de faire un blog bilingue anglais-français. Tu sais, c'est typique du Québécois, tu sais. Je dirais. Je, j'ai longtemps réfléchi à ça. Est-ce que je l'écris simplement en français, simplement en anglais? Euh, Écoute, moi, je viens de Montréal. Je venais d'une famille francophone à la base. Hein, je veux dire, mes deux parents sont franco, mais où on a toujours été exposé à la langue anglaise très jeune.
Mhm. Je me souviens, très, très jeune, mon père me faisait écouter les nouvelles en anglais. Mon grand-père, écoute, qui a travaillé à Montréal dans des usines il était tailleur, mon grand-père. Tu sais. Donc, il a travaillé pour des OK. boss anglais, puis il se faisait donner des livres en anglais par ses collègues et tout ça à l'époque. Donc, je me souviens dans la maison du grand-père à Saint-Félix, dans la Naudière, il y avait une bibliothèque pleine de livres en anglais. Bref, c'est juste pour te dresser un peu Mhm. le portrait. Puis chez nous, ça n'a jamais été un tabou, quoi que ce soit. Là. Ça n'a jamais été. Je ne viens pas d'une famille qui voit ça négativement. En fait, ils m'ont toujours poussé de parler anglais. Ils ont toujours dit ça va t'aider plus tard, etc. T'sais. Fait que bref, pour te dresser un peu le portrait de mon enfance. Donc vient le moment du blog et tout. Et comme je te dis, je consomme des livres en français, en anglais, de la télé en anglais, en français, des podcasts, etc. Puis pour tout te dire, c'est quasiment mal vu que je te dise ça aujourd'hui, là, mais pour un Québécois, là, je le sais, j'entends alentour comment que les gens voient ça, là, mais je veux dire, je réfléchis en anglais autant qu'en français. T'sais. Ça a l'air niaiseux de dire Mhm. ça comme ça, mais souvent, il Non, y a je comprends. certains concepts ou certaines façons de concevoir le monde qui s'expliquent mieux en anglais qu'en français. Puis je partais des drafts, tout ça. Avant d'avoir ma plateforme puis mon blog, j'écrivais beaucoup puis je publiais rien. Hein. C'était vraiment juste pour moi, structurer ma pensée, tout ça. Puis des fois c'était en français, des fois c'était en anglais. Puis ça me Mhm. tracassait longtemps parce que je me suis dit merde, je peux pas faire un truc bilingue. Qui c'est qui va aller voir il faut que je choisisse à un moment donné à qui je veux m'adresser. Est-ce que je m'adresse seulement au monde francophone, au Québec, peut-être la France un peu, ou tant pis, je vais dans l'anglosphère, puis j'écris en anglais, puis tant pis. T'sais. Mhm. Puis finalement, je me suis lancé là-dedans, puis je me suis dit, bon, regarde, je vais le faire bilingue. Puis je verrai plus tard si je le garde les deux langues. Tu vois, je réfléchissais encore la dernière semaine, il y a des fonctionnalités qui me permettraient peut-être de faire deux sections et tout, mais pour l'instant, c'est comme ça. Il y a des textes vus, là, je ne sais pas ce que tu as lu dans mon blog jusqu'à présent, mais il y a des textes, les références et tout ça qui se prêtait mieux de l'écrire en français, puis qui s'adressait plutôt à un public, disons, canadien-français ou québécois ou peu importe. Puis il y a d'autres textes que ça se prêtait plus à l'écrire en anglais tout simplement. Puis je pense que je me suis pas trompé à date quand je vois la réponse que j'ai sur le blog, qui vient, qui m'envoie des messages, qui s'abonne. Étrangement, il y en a un paquet qui m'ont dit ah, c'est intéressant, ça me permet de lire en français, ou d'autres sont pas choqués comme tel. Tu sais, fait que bref, on verra où ça va mener, mais j'ai décidé d'y aller vraiment comme ça. Exact. Ça t'a, c'est quand la genèse de ce projet-là? Quand c'est né exactement? Puis est-ce que ça faisait longtemps que tu te préparais à le faire quand tu l'as lancé? Parce que c'est quand même pas rien, là. Je veux dire, je présume aussi que t'es seul dans l'aventure, là, ou en tout cas, Oui, oui, je suis pas tout mal à fait seul, non? seul. Oui, 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 je suis vraiment seul. Je te dirais que ça fait à peu près 2 ans que j'y pensais. Euh, que même j'avais même commencé à en faire sur une autre plateforme, mais je l'avais jamais mis live. Je me souviens même plus du nom d'ailleurs, tout ça. Puis après, j'avais commencé à écrire des textes, des drafts qui n'ont jamais vu le jour, qui sont même pas sur mon blog aujourd'hui. Puis c'est un concours de circonstances, c'est aussi le timing, un peu ce que je te disais par écrit, je pense que Mhm. au point où je suis rendu dans ma vie, là, je suis milieu quarantaine, mes enfants vieillissent, j'ai un peu plus de temps pour moi pour faire ce genre de... Parce que ça demande quand même pas mal de temps, là, je veux dire, il reste que... J'ai pas une job à temps partiel à part ça, là. Je veux dire, je travaille à temps plein pour une grande entreprise, j'ai Oui, des responsabilités, je manage une équipe de 20 personnes. Bon, bref, oui. je suis occupé, là, donc faire ça, ça demande du temps. Ouais, t'es pas Euh, Dan Brown, là. T'es pas un écrivain à temps plein qui vit de ça, là. Donc, ça non, se fait non, par temps perdu, là, si on veut, là. ça se fait par temps perdu.
C'est pour ça que là, la fréquence de posting ou les textes que je mets aujourd'hui, j'essaie, depuis le début, la genèse, ça a commencé à l'été 2021. J'y avais pensé tout l'été, puis là, j'avais trouvé cette plateforme-là, Substack, parce que je suivais un paquet de journalistes américains notamment qui ont délaissé des journaux mainstream pour un paquet de raisons, là, parce qu'ils étaient tannés du wokisme, puis ils étaient tannés de justement de la façon qu'ils étaient gérés, des Barry Weiss de ce monde, des Alex Berenson de ce monde. Bon, peut-être ça parle à personne, là, mais bon, bref. Et puis, qui se sont investis sur cette plateforme-là. Donc, j'ai commencé à lire sur la plateforme, puis je me suis rendu compte que c'était très convivial et facile de faire un setup parce que, tu sais, moi, je veux passer du temps à écrire, à faire de la recherche, etc. C'est ce qui m'intéresse. J'avais pas le goût de commencer à faire de la programmation. Non, c'est ça. Non, j'ai pas le temps. Là. Moi, j'ai besoin d'écrire un texte puis que la mise en forme, ça soit facile, puis bon, etc. Puis cette plateforme-là, c'est génial. Là, ça se fait facilement. Fait que j'essaie de, juste pour finir ce que je disais, j'essaie de publier au moins un texte par mois. C'est à peu près la fréquence que j'ai. J'ai décidé d'y aller plus pour la qualité que la quantité. Tu as vu un peu ce que j'écris. Je veux pas faire de la chronique. Il y en a assez de chroniqueurs. Il y en a assez de chroniqueurs. Il y en a... Non, c'est plus des puis, tu sais, moi, ce que je trouve de ton blog, c'est il y a à quelque part des faits qui sont donnés, puis tu sais, c'est de l'histoire, c'est de la politique, mais si tu arrives souvent avec une idée, comme un texte que j'ai bien aimé, c'était celui qui s'appelle « Une lecture de l'histoire en basse résolution », où tu dis... dans le fond, c'est un peu la matrice de tout le courant woke, là, d'une certaine manière. C'est ou en tout cas, je ne sais pas si on peut l'appeler woke, mais toute cette manie-là d'aller dans le passé puis de voir, Jefferson, je ne sais pas, moi, il y avait des esclaves, donc c'était une vidange, il faut tirer sa statue par terre. Puis toi, tu dénonces dans ce texte-là un peu, sans parler de ça, cette idée-là de justement, je vais reprendre tes propres mots, la tendance contemporaine d'un sentiment de supériorité morale envers les générations précédentes. Notre perception historique en devient caricaturale. Moi, je trouve que c'est absolument ça, là, d'aller juger Winston Churchill, par exemple, en fonction de sa vision des femmes en 1950, c'est complètement anachronique, en fait. Là. Mm-hmm. Exactement. Exactement. Je pense que tu as sorti la bonne phrase qui résume bien ce texte-là. Ça a été le plus dur à faire dans tout ça que j'ai sorti jusqu'à maintenant. Je voulais avoir le bon ton là-dedans. Je voulais pas le sortir trop. Il y avait eu les événements là, avec l'hôpital à Joliette, avec l'Amérindienne et tout ça. Joyce Echaquan, la Tikamek de la Manoine. Puis je veux dire, c'est une réserve pas que je connais bien, là, mais je veux dire, c'est au nord de la Nodière, puis bon, les Atikamekw, je les ai côtoyés jeunes dans des bars à Joliette et tout ça. Là. Donc, pour te dire, je veux dire, c'est pas quelque chose de complètement éloigné pour moi. Puis, mais bref, la façon que c'était adressé dans les journaux, c'était une pluie, je veux dire, les textes qui sortaient, j'en pouvais plus à un moment. Là. Je veux dire, on est toujours sur de la caricature de notre histoire. Et là, il arrive un événement et on remet tout en question jusqu'à notre présence sur le territoire, bordel. Je veux dire, à un moment donné, il faut en revenir. Là. Je veux dire, on en vient à nous dire que finalement, je ne devrais pas être ici. Quand tu lis le sous-texte de certains propos de certains chroniqueurs, observateurs et tout, c'est coudon, OK, il faut que je m'en aille, tu sais. Est-ce que c'est ça? C'est ça qui est drôle, c'est que finalement, puis ça, je pense que c'est un peu le propos de. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais c'est un peu le propos d'un gars comme Bocoté dans son livre sur la révolution racialiste, là, où il explique que
il explique justement que cette espèce de nouvelle gauche-là, finalement, réactualise des thèmes qu'elle a précédemment dénoncés, mais d'une manière inversée. C'est-à-dire que finalement, le militant anticolonial qui te dit que tu ne devrais pas être ici, finalement, il se comporte de la même manière que le raciste qui regarde un immigrant puis il dit, coudonc, retourne-toi donc dans ton pays. Ouais, ouais, exact. Finalement, Exact. c'est un peu la même chose. Tu te dis, ben, cet immigrant-là, je veux dire, ses parents sont venus ici en 1950. Lui, il est né en 1979 à Montréal. Il est chez lui, là. Je peux Mm. pas le prendre, le mettre dans un convoi puis le retourner dans un pays où il a jamais vécu. Mais c'est un peu la même chose. Moi, je vis au Québec, au Canada. C'est chez nous ici, là. Je comprends qu'un jour, il y a des gens qui sont venus puis se sont implantés puis qu'il s'est passé toutes sortes de choses avec les populations qui étaient ici. Mais ça fait quand même plusieurs centaines d'années, là. Moi, je peux pas. Je fais quoi? Je m'en retourne en Normandie ou Ah non, j'ai. on n'y peut rien. Tu sais, je veux dire, la réalité, à un moment donné, elle nous rattrape. Tu sais. On nous rattrape. Tu sais. Fait que c'est ça. Exact. Puis aussi, le propos, c'était à dire aussi euh, tout ce que les Européens ont fait, c'est pas tout mal. Puis tout ce que les Amérindiens, tu sais, les Amérindiens, c'était pas juste des peuples nobles qui avaient une vie tu sais, si extraordinaire que ça. Je veux dire, à l'époque, il faut faire attention. Moi, je voulais juste apporter un peu de nuance là-dedans. Euh, qu'on n'oublie pas que, je veux dire, il y a eu des jeux d'alliance entre les Français qui se sont arrivés, puis certains Hmm. Autochtones au 17e, 18e siècle. Puis ça, je veux dire, on peut pas l'effacer non plus, tu sais. Je veux dire, Ah, absolument. tout le monde à l'époque. Bon, bref. Absolument. Euh, Tout ça comme préambule un peu parce que on voulait jaser aujourd'hui d'un bouquin qui a été écrit par William Strauss et Neil Howe euh, qui s'appelle The Fourth Turning. Euh, Moi, je trouve que la traduction française de ça est un peu. Je ne sais pas si. Tu sais, tu disais tout à l'heure, des fois, je pense en anglais, puis par Des fois, rapport la à certains. traduction rend pas justice. Des fois, la C'est ça, c'est. traduction ne rend pas justice. Puis, tu sais, Ouais. moi, c'est un livre que j'avais lu aussi il y a quand même assez longtemps. Puis, quand tu m'as écrit, j'avais presque oublié, en fait, le contenu. Fait que j'ai comme me refeuilleté ça pour me le remémorer. Puis, ce que tu as dit tantôt, ça m'a vraiment rappelé un peu ça parce que, grosso modo, on va y venir un petit peu plus dans le détail, mais euh, ce livre-là, en fait, qu'est-ce que les auteurs essayent de faire avant qu'on les présente plus peut-être en détail? C'est qu'ils analysent à peu près 500 ans d'histoire humaine, puis ils essayent de trouver là-dedans. Ben, en fait, il y a une espèce de présupposé selon lequel l'histoire se déroule par des cycles. Donc là, il y a différentes conceptions du temps qui sont mis en parallèle là-dedans. Mais chacun de ces cycles-là correspond à peu près à 80 ans, là, à une longueur À une vie humaine, disons. à une Ouais. vie humaine. Mm. Et là, il y a quatre époques ou quatre tournants, selon la traduction qu'on a, de Ouais. cette époque-là. Et puis, dans ces tournants-là, ben justement, on y reviendra plus tard, mais t'as le high, t'as le réveil qu'on pourrait traduire, puis comme Ouais. celui d'après, le unraveling, c'est à ça que je pensais, je me disais, comment on Comment traduit on ça en traduit ça? français? Ouais, exact. Je comprends très bien l'idée, mais je ne serais pas capable de. Je pense que quand tu le traduis mot à mot, ça veut dire comme aboutissement ou quelque chose comme ça. Mais encore là, on dirait que c'est pas Ouais. ça vraiment que ça veut dire. Et finalement, la dernière étape qui est la crise. On va venir un petit peu plus dans le détail, mais par rapport aux auteurs, je lisais euh, sur un blog de quelqu'un qui faisait le review de ce livre-là que c'était une review très négative. D'ailleurs, j'ai oublié le nom du blog, mais il disait dans le fond que c'était une espèce de manifeste pour une révolution conservatrice, puis que Mon Dieu. quand on regardait les deux auteurs, en fait, c'était deux genres de paléo-conservateurs ou je sais pas trop quoi. Puis bref, c'est un genre oui, il y a une vision du monde qui est articulée là-dedans, mais c'est d'une certaine manière un genre de ce que les auteurs appellent là-dedans, c'est comme un peu à la réalisation de ce qu'ils théorisent là-dedans. Puis, bref, j'ai trouvé ça quand même un peu faible comme analyse, mais parlant des auteurs,
Toi, est-ce que c'est des auteurs que tu connaissais pour d'autres choses? Parce que quand j'ai fouillé sur eux, moi, je me souvenais du livre, mais j'ai vu que Strauss et Hall, ils ont écrit d'autres livres ensemble où ils théorisent justement tout le temps un peu ce même concept-là là, des cycles. Puis, Ouais, ben en fait, euh, c'était pas leur premier livre. Tu sais, déjà, ils ont coécrit plusieurs livres, deux, trois, je pense, avant deux, trois, ouais. celui-là, dans les années 90. Tu sais, c'est deux auteurs qui sont nés fin des années 40, début des années 50. Tu sais, c'est pas des historiens à la base, là. Je veux dire, quand je regarde, mettons, William Strauss, il était diplômé d'Harvard en droit et en politique publique. Tu sais, à la base, Mhm, c'était plus ça son background. Puis à la fin de ses études, il a travaillé longtemps à Washington dans des organisations paragouvernementales. Là, je ne sais pas si c'est le bon mhm. mot qu'on pourrait utiliser, mais pour faire des études un peu sur l'impact générationnel de la guerre du Vietnam à l'époque et tout ça. Et, euh, et Neil Howe, lui avait plutôt fait des études en littérature anglaise, étrangement, en fait, au début. Mais après, il a quand même complété 2 maîtrises à Yale en économie et en histoire. Il étudie en France, en Allemagne et tout ça. Et lui ci il est revenu à Washington. C'est comme ça que se sont rencontrés les deux. Et puis, lui aussi a travaillé comme consultant en politique publique. Il étudie la démographie, les politiques fiscales et tout ça. Donc, à la base, c'est pas deux académiques PhD, les doctorants en histoire. Euh, Ben, et c'est des critiques qu'on voit par rapport à ce livre-là, que c'est pas très académique, puis que c'est plutôt un genre d'essai un peu mais ça flyé, mais l'est. que tu sais, Ça n'a pas la prétention d'être académique non plus, je non, pense. c'est ça. Puis tu sais, je lisais des blogs aussi, moi aussi des revues de ce livre-là, et j'en ai même trouvé un où parce que Steve Bannon, l'ancien cerveau de Clinton, aurait fait référence à ce livre-là, c'est bon, soudainement, ben c'est le livre du démon. Là, on peut pas prendre absolument rien de ce livre-là Ouais, je l'ai vu, ça aussi, là, ouais, et le l'histoire de Steve considérer. Bon, moi, Bannon. ça me fait toujours un peu rire. Bon, c'est ça. À cause qu'une personne que vous aimez pas a lu un livre et qui en fait référence, ben, soudainement, le livre, il n'y a aucune valeur. C'est bon. On revient un peu au sujet qu'on parlait un peu plus tôt. Là. Mais Ouais, c'est ça. puis Et, pour répondre à ta question, ouais, pour répondre à ta question, les auteurs, je les connaissais pas. Moi, c'était pas comme toi. Je l'ai lu l'année passée pour la première fois, ce livre-là. Je me souviens même plus comment je suis tombé sur ce livre-là. D'un livre à l'autre, j'ai peut-être trouvé ça. Quelqu'un l'avait référé dans un podcast, peut-être, ou tout ça. Donc, je suis tombé là-dessus. Et puis, effectivement, c'est plus. C'est pas un livre d'histoire comme tel. C'est un livre qui essaie d'amener une grille de lecture et une interprétation du monde et qui essaie de redonner un peu, comment je pourrais dire, ses lettres de noblesse à une conception cyclique de l'histoire, une conception du temps qui est pas perçue comme moderne, je pense, dans le monde académique. Depuis l'époque des Lumières et tout ça, et surtout depuis la Révolution industrielle, je pense que des historiens et tout ça, de, 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 de mettre une valeur sur une conception cyclique du temps où les crises reviennent, où un espèce de réveil religieux revient, où, euh, où il y a des événements, qui pas des événements, mais des façons de réagir à des événements reviennent, c'est perçu un peu trop comme ouais, c'est perçu pas comme comme religieux, là, c'est un peu fort ésotérique, là, comme ouais. thème, ésotérique peut-être. Alors que, tu sais, en plus, tu regardes le sous-titre du livre, ça dit An American Prophecy, une prophétie américaine. Déjà, ça peut avoir une tendance un peu ésotérique, comme tu dis, alors que c'est pas du tout le cas. Je veux dire, quand on lit le livre, on se rend bien compte que le but de l'exercice, c'est certainement pas de prédire l'avenir. Je veux dire, c'est pas comme lire des cartes de tarot ou lire dans les lignes d'une main. Là. C'est pas ça l'idée. Là, tu as deux auteurs, deux gars qui sont, je dirais, multidisciplinaires, qui ont passé beaucoup de temps à étudier les générations américaines. Et c'était surtout ça leur intérêt au départ, Exact.
de les caractériser, de voir est-ce qu'il y avait des euh, comment je pourrais dire, des façons de voir le monde ou Des archétypes, c'est un peu des archétypes, des c'est un peu le terme, comportements je et tout pense, ça. qu'ils utilisent Ouais. dans le livre. Ben justement, là, si on y va plus concrètement, dans le fond, eux, ils partent un peu du présupposé que, bon, il y a trois conceptions différentes du temps dans l'histoire humaine, selon les, euh, les êtres humains. C'est drôle parce qu'il fait comme des associations par exemple, le temps linéaire, ça correspond à la perception masculine des choses et le temps, je pense, c'est cyclique, correspond plus à la vision féminine de la Féminin. réalité. Ce bout-là, je l'ai trouvé peut-être moins convaincant, mais Ah, je me souviens pas. il donne pas énormément d'explications là-dessus. Mais grosso modo, ça, j'en ai déjà parlé quelques fois dans le podcast, en d'autres termes, ceux que j'avais utilisés à ce moment-là, c'est la différence entre la vision continuiste et discontinuiste de l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend, je sais pas moi, l'histoire des sciences, il y en a qui vont dire, quand Newton arrive, il y a une révolution scientifique et là, du jour au lendemain, ou en tout cas de manière, il y a un nouveau cycle qui arrive, il y a un changement de paradigme, et puis là, on entre dans une autre phase de l'histoire des sciences. Puis il y en a d'autres, puis ça, c'est une conception cyclique. Là, je le simplifie puis je le caricature un peu. Mais il y en a d'autres qui Mm-hmm. vont dire, des auteurs comme Pierre Duhem, par exemple, et d'autres comme ça, ils vont dire, ben non, l'histoire des sciences, c'est une longue accumulation de connaissances. Puis à un moment donné, ça aboutit à une autre théorie. Mais tu sais, avant, les gens qui étaient là, ils avaient réfléchi à ça aussi. Puis tu sais, si les centaines d'années avant, les gens qui ont accumulé du savoir n'avaient pas été là, il n'y aurait jamais eu cette révolution-là. Donc, dans le fond, c'est Mm-hmm. une vision linéaire qui s'oppose à une vision cyclique. Le bout que je trouvais intéressant, c'est ce qu'il appelle la vision chaotique du temps. Je ne sais pas ce que tu en as retenu. Comment on pourrait le définir, ça, un peu, la vision chaotique du temps? Ben, la vision chaotique du temps, moi, ma compréhension de ça, ce serait, si on voudrait le simplifier complètement, ce serait de dire les événements arrivent de façon aléatoire dans l'histoire, tu sais, toutes sortes d'événements, un virus ici, une Ouais, c'est guerre, le hasard, dans tel le truc, fond. c'est le hasard, tu sais, ça arrive de façon aléatoire, et puis euh, les hommes, tu sais, les humains, les civilisations, euh, ils ont peu d'influence là-dessus, tu sais. C'est comme si le libre arbitre ou le free will n'avait pas d'impact sur ce qui se passait dans l'histoire. Il n'y a pas une suite logique, t'sais. Contrairement à la vision linéaire où il y a un progrès continuel et on s'en va toujours, Exact. par exemple, dans une même direction, ou de l'autre côté, une vision plutôt cyclique où certaines réactions ou certaines façons des sociétés humaines de revivre un peu euh, les mêmes événements, ou pas les événements précisément, mais leur façon de réagir à certains Ouais, 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 ouais. événements. Bon, on va aller dans le détail sur, par Mhm. exemple, certaines phases, mais bon, bref, ce serait ça. Donc, tu sais, je pense que les trois visions se valent au final, tu sais, c'est-à-dire que, effectivement, euh, les vrais événements arrivent de façon chaotique, de façon aléatoire. Ça, je Mhm. pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, tu sais. Ouais, Mais ouais, comment ouais. les gens, comment les générations interagissent ou réagissent à ça, ben là c'est complètement différent. Mhm. Donc, comme je l'ai dit un peu quand on présentait le livre de manière plus générale, il y a une vision justement un peu cyclique où il y a toujours les mêmes quatre phases ou les mêmes quatre tournants. Je pense que c'est tournant, le mot qu'ils utilisent dans, Ouais. dans le livre. Le premier, c'est le high. C'est la période d'expansion, je pense qu'il l'appelle. En quoi ça consiste exactement, cette première phase-là? Il dit, dans le livre, ça dit une période d'expansion confiante alors qu'un nouvel ordre prend racine après que l'ancien a été balayé. Euh, donc, c'est pour les gens qui n'ont pas lu le livre, probablement, ou qui c'est un peu, je sais pas, je pourrais prendre les mots du début, c'est un peu ésotérique, là.
rapidement comme ça. Ouais, ouais, tout à fait. Mais en fait, lui, il parle en anglais, il parle de mood, d'une phase ou d'un turning. Je sais pas comment on pourrait le traduire en français, une ambiance générale. Donc, si on prend les vraies phases que lui il décrit, disons le dernier cycle qu'on vit, ou le dernier cycle complet qu'on vit, le dernier high correspond à euh, l'après-guerre, l'après-deuxième guerre. Donc, de 46 au milieu des années 60, par exemple. Donc, ça, c'est le dernier high que la société anglo-américaine aurait connu. Donc, on parle d'une période de temps où les familles étaient quand même assez fortes, très structurées, où les rôles entre les hommes et les femmes étaient clairement définis, vraiment, vraiment à leur maximum. Les idéaux étaient très arrêtés. Je veux dire, on peut penser au film là, des années 50 aux États-Unis, là, papa a raison, la petite famille bien rangée et tout ça. La société civile est structurée, les rapports sociaux sont très simples, unifiés, etc. Très traditionnel. Très traditionnel. Puis le sens général des gens, c'est qu'on fait ce qui marche. Ça marche. Il n'y a pas personne qui remet en question l'ordre établi de la période. Puis c'est un peu normal. Ils sont sortis d'une deuxième guerre et tout ça. Et là, on a finalement mis sur place des nouvelles institutions, des nouvelles structures sociales, une société civile qui s'installe. Et c'est plus le temps de remettre en question certaines choses. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent, eux, le high, et qui correspond à peu près à une vingtaine d'années. Puis ça, c'est un peu la nature de leurs propos tout au long du livre. C'est que, comme tu disais au début, le cycle complet, c'est à peu près le temps d'une vie humaine, donc 80, 90 ans, parfois 100 ans, ça dépend. Et donc, il y a un changement de mood, un changement d'ambiance dans la société à tous les 20 ans. Puis ça correspond, grosso modo, à la constellation des générations qui vieillissent et qui occupent de nouveaux rôles dans la société, de l'enfance à l'âge adulte et après ça, en étant plus vieux, etc. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite vient le réveil, qui définit comme un temps d'exploration spirituelle et de rébellion contre l'ordre établi. Donc ça, lui, il voit ça comment? C'est la période hippie, les années... Ben, tout à fait. Bon, à un moment donné, il faut que tu établisses des dates et tu dises, OK, à partir de telle date, on a changé de période. Évidemment, dans la réalité, c'est une grille de lecture, hein, faut le prendre. Faut pas le prendre au pied de la lettre, mais cette deuxième phase-là d'awakening ou d'éveil aurait commencé aux États-Unis, du moins du point de vue des auteurs, en 1963. C'est l'assassinat de Kennedy en novembre 1963 qui aurait comme marqué la fin du high et qui aurait propulsé la société américaine, puis des sociétés occidentales dans leur ensemble, là, parce qu'on a juste à faire les comparatifs des générations et de la façon que les sociétés françaises, américaines, canadiennes se sont comportées dans ces périodes-là, et c'est très, très, très similaire. Je veux dire. Ouais. Donc, mai voilà, 68 en France, etc. Mai 68 en France. Ici, je veux dire, le mouvement indépendantiste, etc., à la fin des années 60. Voilà, donc c'est une période où là, contrairement à la période précédente, il y a comme un souhait d'individualisme grandissant. Hein? Puis on l'a vu, hein, les boomers qui sont arrivés à l'époque, qui étaient très jeunes à l'époque de la fin des années 60, étaient très dans le spirituel. Hein? Je veux dire, tu parlais de Woodstock, je veux dire, c'est quoi si c'est pas le peace contre la guerre au Vietnam. Exactement. Donc là, on change d'un mood où on passait beaucoup de temps à se préoccuper du monde extérieur, c'est-à-dire les structures
l'infrastructure physique et sociale, à où les gens commencent à se préoccuper un peu plus de leur intérieur, leur spiritualité, Mhm. leur individualisme, comment je peux m'exprimer à travers tout ça. Et bon, on a vu l'explosion de la musique Absolument, ouais. qui est partie de ces années-là, et ça, c'est l'exemple parfait. Tout ça, si on revient un peu à ce que je disais au préalable, ben, les rôles entre les sexes commençaient à se rétrécir un peu, c'était moins clairement défini. L'approche envers les familles et comment on élève nos enfants, bon, commençait à être un peu moins, disons, un peu moins protecteur envers nos Mhm. enfants. On les laissait un peu plus à eux-mêmes. Les structures familiales ont commencé à se dissoudre un peu. Bon, c'est l'époque de la hausse des divorces, Mhm. etc., etc. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième phase. Ensuite Si on- arrive la phase de ce que je disais tout à l'heure qui est difficile à traduire, là, le unraveling, qui est la phase, si je ne me trompe pas, où là, vraiment, on rentre plus dans un air d'individualisme sous un fond un peu d'institutions traditionnelles qui sont un peu en ruine, si on peut dire, là. Ben, qui s'érodent du moins. Mhm. Je dirais qu'ils sont en ruine, c'est plus l'époque actuelle, l'époque de crise, Mhm. où là, on est vraiment rendu au bout de tout ça. On va en reparler. De toute façon, on le vit. Hein, je veux dire, on n'a rien qu'à voir alentour de nous comment, comment on voit la période actuelle. C'est clair. Donc, dans la période d'unraveling, disons, du début, milieu des années 80, jusqu'à en fait, là, on peut débattre l'unraveling, c'est terminé Mhm. quand on écoute les auteurs aujourd'hui, il y en a un des deux qui est décédé, là, William Strauss, mais Neil Howe, il est encore actif, il parle encore de sa théorie, de cette théorie-là un peu. Lui, pour lui, l'unraveling s'est terminé avec la crise financière de 2008-2009. OK. Donc, ça correspond à peu près 20-25 ans, justement, depuis le début. Donc, effectivement, c'est une période où l'individualisme est à son maximum. Et en fait, la façon qu'eux, ils présentent, c'est non seulement il y a un besoin d'individualisme, mais il y a une offre de la part de la société qui permet ça également. C'est-à-dire que on ne s'attend pas à ce que les gouvernements décident pour tout le monde quoi faire, et il va y avoir des gagnants, des perdants. Euh, le monde est complexe et on l'accepte. Mhm. Tout le monde, il y a comme une espèce d'effervescence de cette époque-là. Euh, c'est juste pour faire une parenthèse rapide. Pendant la COVID, tout le monde disait ah, mais quand la COVID va être finie puis les restrictions vont lever, on va revivre les années 20, les années folles, le jazz, Ouais, tout ouais. ça comme aux États-Unis. Mais en fait, c'est faux de le voir comme ça. En fait, les années 20 correspondent plutôt aux années de l'unraveling des années 80-90 qu'on a connues. Mhm. La réalité, c'est plutôt celle-là. Euh, donc voilà, et là, pour terminer, la dernière phase, qui est la phase, ben, le dernier tournant, comme tu disais, qui est la crise, ben là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a comme un retour du balancier sur certains sujets. Puis on le vit, puis on peut peut-être parler plus de la crise aussi, parce que c'est la période qu'on vit présentement. Mhm. C'est qu'il y a une demande grandissante en ce moment pour le collectif, et la Ouais. communauté et le sens civique et tout ça. Mais il n'y a pas d'offre encore vraiment. C'est déstructuré. On est arrivé comme au bout du chemin. Les structures qu'on a mis en place post-Deuxième Guerre mondiale, que ce soit nos traités internationaux, que ce soit nos propres structures gouvernementales dans les pays occidentaux, les partis politiques, la façon qui était découpée pendant toutes ces années-là, Mhm. sont arrivés au bout du chemin. T'sais. Et on le Il y a voit, une perte. il y a un Euh, redécoupage. les gens ont perdu confiance justement dans les vieilles institutions un peu érodées, un peu en ruine de l'ancienne société, si on peut utiliser ces termes-là. Donc, il y a une soif, en tout cas, de collectivisme, là, si on veut dire, mais il n'y a pas, comme tu dis, de réponse appropriée encore à ça. La réponse n'est pas venue encore.
il faut faire attention. Tu viens d'utiliser le mot collectivisme ou collectiviste. Je pense pas qu'il faut le voir dans le sens communiste du terme. Non. C'est pas forcément ça. Il faut lire les travaux d'un gars comme Robert Putnam aux États-Unis qui a parlé, qui a étudié beaucoup là, la société civile dans son ensemble, les communautés, tous les groupes communautaires qui existaient à l'époque, les années 50, 60, et qu'aujourd'hui n'existent pratiquement plus. Je veux dire, dans nos sociétés, il expliquait à quel point ça, c'était justement le ciment de la société. Puis pendant le unraveling, on vivait encore sur sur ce qui restait de ça, même si d'un côté, on appréciait qu'il y ait encore cette structure-là, mais on tapait dessus à coups de petits marteaux graduellement par notre façon de la remettre en question et tout ça. Et là, en période de crise, c'est comme tu as dit, les gens ont perdu confiance complètement envers l'ancien ordre de notre société, puis on voit pas comment ça peut aller mieux aujourd'hui. C'est ce que les auteurs expliquent, c'est que c'est tout à fait classique de cette période-là. On voit pas comment on peut passer à travers de ça et que potentiellement, il pourrait y avoir un nouveau high derrière. Est-ce que c'est ça qui risque d'arriver. Est-ce que tu vois les mouvements populistes un peu partout comme une genre de tentative de sortie de crise? Je dis c'est pas un jugement de valeur que je fais, mais c'est plutôt une constatation. Là, on sent qu'il y a une volonté derrière ces mouvements-là de recréer du collectif, là, de recréer un ciment social, de recréer une identité autour de nouveaux thèmes. Là, aux États-Unis, ça peut être de rebâtir l'Amérique d'antan, ça peut être ailleurs, la France aux Français, ce genre de trucs-là qu'on a entendu. C'est un peu ce qui me venait en tête en relisant ces choses-là. Je suis un peu ambigu face à ça. Je suis pas convaincu que c'est... Je pense que c'est un effet direct de la crise qu'on vit, ça c'est clair. Mais je pense pas que la résolution commune est encore arrivée. Je pense qu'on est encore... On cherche encore. On cherche encore parce que tout le monde sait que ça va prendre une espèce de renouveau. C'est pas pour rien que les auteurs comparent ces phases-là aux saisons d'une année, du printemps vers l'hiver. Là, on est dans l'hiver de l'histoire. Tout paraît difficile. Je veux dire, il fait froid, il y a des tempêtes, on voit pas le printemps arriver. L'hiver est long, C'est un peu le feeling qu'on a. Je veux dire, ça a commencé doucement en 2008, 2009, 2010. Il y a eu un crash et toutes sortes de choses. Là, il y a eu la COVID par-dessus le marché. On a perdu comme un peu espoir. Et là, je pense que les sociétés se remettent en marche graduellement. Puis on va voir ce qui va découler de ça, mais moi, je pense que c'est pas possiblement juste une phase et ce ne sera pas nécessairement ça, le nouvel ordre qui va s'en suivre. C'est à voir. Ouais, qui va émerger quelque chose d'un peu différent de tout ça. Les cycles correspondent un peu, ou les tournants, ou les phases, en fait, les phases du cycle. Il y a un lien à faire là-dedans avec les archétypes de génération, dans le fond, les différentes générations. Bon, là, dans le cycle actuel qu'on vit, c'est un peu, justement, tu me l'avais écrit quand on échangeait, que, ça correspond un peu tout ça à la génération silencieuse, l'arrivée des boomers, l'arrivée des X, l'arrivée des milléniaux. Peut-être on y reviendra après parce qu'on voit en ce moment que là, il y a une nouvelle génération qui est là, qui n'est pas les milléniaux, les plus jeunes qui arrivent, qui commencent à exister d'une certaine manière. Est-ce qu'eux seront les gens du nouveau high? Est-ce qu'eux vont être des acteurs prenants de ça? Peut-être avant qu'on rentre plus dans le détail des archétypes. Ça dépend comment tu le vois, parce que tout le monde, chaque génération va vivre dans sa vie chaque tournant, au moins une fois. Donc là, effectivement, les nouveaux bébés d'aujourd'hui, c'est plus les milléniaux déjà depuis un moment. Les milléniaux,
Les années de naissance, c'est à peu près 82, 83, 84 jusqu'au milieu des années de la première décennie 2000. C'est à Ouais, peu près ça que ce ça que correspond. d'aucuns appellent la génération Y, là. Les milléniaux. Ouais. Ouais, ben là, après, tu as plusieurs démographes qui se débattent là-dessus. Après, si on reste sur si on reste sur la façon de voir des choses d'un Neil Howe, par exemple, d'ailleurs, c'est ces auteurs-là qui ont inventé le terme millennials. Là. C'est eux Hum. qui ont créé ce mot-là. Aujourd'hui, ils l'appellent la génération Homeland aux États-Unis. Je ne sais pas si le nom va tenir, mais bon, peu importe. Généralement, le nom qu'on donne à une génération est donné plus tard dans son existence. Mais bon, bref. Donc Non, aujourd'hui, c'est ça. c'est une autre génération. Les gens qui sont nés dans les années 30, quand ils étaient enfants, ils se disaient pas qu'ils étaient la génération silencieuse. non, non, c'est ça. Puis la génération GI avant, voilà, tu sais, comme les X aussi, c'est pareil. C'est venu plus tard quand ils ont vieilli. Donc là, bref, les enfants qui naissent aujourd'hui, c'est la future génération silencieuse. Mm-hmm. C'est la génération qui est venue, l'équivalent de la génération qui est venue avant les boomers. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si tu veux parler des archétypes. Oui, on peut. On n'en a pas parlé. On peut les aborder quand même pour les résumer pour les gens qui nous écoutent, parce que justement, c'est ça. Il y a 4 archétypes qui sont identifiés par Strauss et Howe là-dedans. Mm-hmm. Je peux te laisser là, aller. Il y a l'artiste qui correspond à la génération silencieuse, le prophète correspond au boomer, le nomade qui correspond à la génération X, d'où probablement le titre du blog, le héros qui correspond à la génération milléniaux. Juste les titres, en fait, on dirait que ça nous évoque quelque chose. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Hein? Ouais. C'est effectivement très évocateur de l'archétype des générations. Et en fait, ce que les auteurs font, c'est que, en fait, ils expliquent que, dépendamment de l'époque ou du tournant dans lequel une nouvelle cohorte ou une nouvelle génération est née, ben c'est ça qui va un peu former son psyché ou son archétype. Si on commence par la génération silencieuse, avant les boomers, donc ceux qui sont nés à peu près jusqu'à 42 ou 1942, 43. Mm-hmm. Okay? Donc la guerre était presque finie. Donc cette génération-là, c'est une génération qui est née en pleine crise, qui a vu ses parents dans un contexte un peu particulier. Et eux ont plutôt une psyché qu'en vieillissant, ils veulent pas remettre en question le nouvel ordre qui est en train d'être établi, qui a été durement gagné, mm-hmm. et qui s'est senti dans leur année, disons, d'enfance et tout ça, qui ont senti l'espèce d'ambiance alentour d'eux. Donc, c'est une génération-là, cette génération-là est généralement plus ambiguë par rapport au monde qui les entoure. C'est pas des gens... Après, on généralise, hein, je veux dire. Oui, évidemment. Faut faire attention. Moi, je sais que des gens... j'aime autant faire un disclaimer. Un disclaimer, parce que moi, je suis plutôt de la conception il faut généraliser pour comprendre le monde. Il y en a que ça peut choquer parce qu'ils sont toujours dans l'individualité. Puis évidemment, il y a des gens qui vont entendre ça, qui vont dire « Non, mais moi, je suis né telle date, j'ai pas du tout cet archétype. » Mais bien entendu, c'est normal. C'est normal. Mais il reste que globalement, les générations... plus on est dans quelque chose de général, moins ça s'applique de manière précise à l'individu, c'est normal. Je pense que les gens qui nous écoutent seront à même de le comprendre et de le constater. Là. Mais je préférais le dire juste pour pas... Oui, non, tu fais bien. Voilà, exact. Donc voilà, donc la génération artiste, donc cette génération silencieuse-là, donc qui a été surprotégée dans leur enfance aussi, qui ont une réputation d'être ouverts d'esprit quand même, et de faire attention aux autres, mais qui sont moins arrêtés lorsqu'ils prennent des décisions et tout ça.
Ensuite vient la génération des prophètes, des boomers, des années 40 jusqu'à peu près l'assassinat de Kennedy, hein, début des années 60 à peu près, ou un peu juste avant. Donc eux, ils sont nés dans un high. Ils sont nés dans un high, donc ils n'ont pas eu du tout la même enfance que la génération précédente. Donc, évidemment, leur conception du monde est complètement différente. Déjà d'abord, leur enfance, les parents, généralement, ils ont eu une attitude un peu plus relaxe sur la façon de les élever. Ils ont été moins... vu qu'on n'est plus en temps de crise, ben bon, ils ont fait un peu plus attention. C'est une génération, généralement, qui justement veut briser cette espèce de... Quand ils arrivent à l'âge adulte, ils veulent briser l'espèce de moule étouffant qu'ils considèrent de la société un peu plus conformiste de leurs parents et du high. Et c'est ce qui fait que quand ils arrivent à 18, 20, 22 ans et au début de la vingtaine, c'est une génération justement qui veut s'émanciper puis de sortir du fardeau qui sentent que la société... ils sentent que la société est étouffée, donc c'est eux qui, généralement, amènent la société à regarder un peu plus vers l'intérieur et tout ça. Ensuite, la génération nomade, qui est la génération suivante, donc qui est la génération X. La dernière génération nomade, c'est les X. C'est moi, effectivement, tu as bien vu, hein, j'ai nommé mon blog de Nomad Historian parce que ça coïncidait un peu avec ma lecture de ce livre-là et bref, je trouvais que le clin d'œil était intéressant vu que je m'identifie à cette génération-là. Donc la génération nomade que je connais un peu plus, bien entendu, parce que j'en fais partie, ben, la génération nomade, c'est dans ces cycles historiques-là, généralement, c'est la génération qui est la moins protégée à l'enfance. C'est-à-dire, on les laisse plus seuls, on les surprotège pas, on les prépare pour le monde en leur disant ça va être difficile, il va y avoir des gagnants, des perdants, il faut travailler fort, etc. Puis ça correspond exactement à comment j'ai été élevé, puis le milieu que j'ai été élevé. On est une génération qui, généralement, met beaucoup de valeur sur l'autosuffisance, l'individualisme et tout ça. C'est normal. Nous, on est nés dans la période d'Awakening, où les parents, ils vivaient leur nouvelle spiritualité au sens large du terme, et ils laissaient les enfants à eux-mêmes. Donc, mais généralement, c'est quand même une génération qui a une mauvaise réputation parce que dans l'histoire, on les considère comme une bande de bums. Hein, c'est des petits toughs. Pour donner une image, la dernière génération nomade qu'il y a eu avant la génération X, c'était la Lost Generation, qui est née à la fin du 19e siècle et qui rentrait à l'âge adulte pendant les booming 20s et tout ça. Et c'est les Al Capone de ce monde, et c'est ceux que pendant la Prohibition faisaient de la contrebande et tout ça. C'est cette génération-là qui avait cette réputation-là. Donc, le clin d'œil est intéressant parce que dans les années 80-90, c'était un peu l'image que les X avaient. Vu des générations plus vieilles, ils disaient quelle bande de bums, toutes sortes de styles musicaux, une génération éclectique qui se préoccupe pas de... perdu, là, si on peut dire. Une génération perdue. Ouais, voilà. D'où le X. Voilà. Et puis la dernière, c'est la génération héros. Donc ça, c'est les milléniaux. Donc généralement, c'est la génération... La dernière génération de cet archétype-là, c'est ceux qui ont été à la Deuxième Guerre mondiale. Pour le faire simple, c'est des gens qui ont l'esprit d'équipe généralement très élevé. Contrairement aux nomades, c'est un peu le miroir de deux générations au préalable. Tu as remarqué un peu le cycle, la façon que ça se déroule. C'est-à-dire 2 générations plus tard,
Les X, eux autres, ils sont très individualistes, très tough. C'est pas grave, je m'en vais m'en occuper. S'il m'arrive quelque chose dans ma vie personnelle, financière, je vais manger un coup, je vais me relever, etc. Les milléniaux, eux, ont été élevés différemment. Ils ont été élevés généralement dans des familles. Encore une fois, on fait des généralités dans des familles plus protectrices. La société était rendue ailleurs. On se remet dans les années 80 aux États-Unis, début des années 90, où il y avait encore beaucoup de violence dans les rues, les familles avaient peur, on va protéger nos enfants, etc., etc. Donc très, très, très différent. Et donc voilà, donc cette génération-là va être très collégiale et se préoccuper encore et se préoccuper plus tard plus du monde extérieur, justement. Et ils ont une vision un peu où ils vont regarder un peu de travers les générations préalables où ils se préoccupent juste d'eux-mêmes. Ils vont les trouver un peu narcissiques et qui s'occupent juste d'eux autres. T'sais. On va dire, coudonc, on peut-tu s'occuper en gang un peu de nos affaires puis de remettre ça sur le droit chemin, etc. Tu vois. Donc, c'est ce que cette génération-là amène. Donc, ça, c'est l'archétype de cette génération-là. Donc, si on les prend toutes, et puis l'histoire progresse, ben, au fur et à mesure que la constellation de toutes ces générations-là progresse dans leur vie, ben, évidemment, ils vont avoir un impact sur la société. T'sais. Absolument. La phrase clé de ces auteurs-là, à la fin, ils vont dire « L'histoire crée des générations, et derrière, les générations vont créer l'histoire. » C'est-à-dire que c'est l'archétype des générations qui va avoir un impact sur la façon qu'on va réagir à certains événements, puis où ils se situent. Est-ce qu'ils sont en position de pouvoir dans notre société? Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est eux qui sont dans la fleur de l'âge, où ils sont dans leur prime time, je pourrais dire, de travail, puis ils occupent des fonctions clés dans la société, de manager, de politicien, ou tout ça, évidemment. Si tu mets un boomer disons, dans cette période-là de leur vie, ou un X, après tout ce qu'on vient de se dire, je pense que tu vois que c'est impossible qu'on réagisse de la même façon. Tu sais. Et donc voilà, donc ça fait un peu un résumé, évidemment. Tu sais, j'invite tout le monde qui est intéressé à lire le livre parce que bon, ça va beaucoup plus en profondeur, puis évidemment. C'est toujours une meilleure idée de même moi quand je fais des résumés des livres, tout ça, j'essaie de les faire de manière quand même assez exhaustive, mais j'invite tout le temps le monde que ça intéresse à pousser la réflexion davantage. Parce que veut pas, les informations qu'on retient, c'est celles qui nous ont marqué le plus ou qui nous ont intéressé le plus. Puis par définition, on laisse des fois des choses sur lesquelles c'est pas nécessairement de mauvaise foi, mais des fois on peut avoir glissé là-dessus comme un peu sur une peau de banane, puis finalement on l'a lu, mais sans trop y porter attention, ou des fois même le comprendre. T'sais, une lecture objective à 100% n'existe pas. Non, elle n'existe pas. Peut-être en terminant, je trouvais ça intéressant, c'est que, tu sais, on disait... Moi, je pense un peu comme toi là-dessus, c'est que je pense que l'exercice sain des généralités est utile pour comprendre les choses. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est la définition même de l'absence de réflexion, c'est quand les gens disent « Oui, mais tu généralises ». Ben, je le sais que je généralise. Ça s'appelle, c'est le fondement même. Parce que si on ne peut plus généraliser, on va mettre au vidange l'anthropologie, la sociologie, la politique, l'histoire, parce que par définition, les sciences sociales sont des grilles de lecture ou des disciplines qui généralisent des pans de la réalité. Évidemment, quand on parle d'archétypes de génération, ça ne concerne pas tout le monde dans le détail. Évidemment, quand on parle de... je sais pas, moi même, si on prend l'archétype typique, je sais pas moi, du marxiste militant, ben, si tu peux en trouver un, tu vas dire, ah, mais il correspond pas à l'idée que je m'en faisais, mais ça reste que l'idée générale décrit quand même assez bien la personne
que tu t'imagines ou qu'on serait en attente de s'imaginer quand on pense à des gens qui adhèrent à ces idées-là, ou peu importe l'exemple qu'on pourrait prendre. Puis, tu sais, quand on pense à ces archétypes-là, on prend des politiciens, par exemple, on voit tout de suite qu'ils correspondent. Tu sais, clairement, moi, quand je pense à l'archétype du prophète qui correspond à la génération boomer, puis je vois François Legault dans ma tête. Là. On dirait que ça a été écrit pour parler de lui. Même chose, tu me disais que toi, ce qui t'avait frappé, c'était comment la définition du millénial ou du millénio correspondait à une personnalité comme Gabriel Nadeau-Dubois. Exact. Puis c'est sans jugement de valeur. C'est juste qu'il démontre exactement l'archétype de sa génération. Puis ça n'en prend, de toute façon. C'est ça qui est sain aussi dans ces cycles générationnels-là aussi. T'sais. Comme René Lévesque n'était pas François Legault. Et voilà, tu vois, c'est très, très, très intéressant. Puis pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est sur les généralités et l'abstraction nous permet de penser, c'est que en ce moment, c'est tous ceux qui mettent un effort volontaire ou des fois involontaire pour empêcher les gens de réfléchir, de généraliser et de faire des abstractions, ils ne se rendent pas compte que justement, on s'empêche de réfléchir en faisant ça quand on ramène tout le temps au petit sentimentalisme individuel de telle ou telle personne, puis il ne faut pas blesser telle personne et tout ça. Pour réfléchir, il faut blesser des gens. Malheureusement, je veux dire, exact. Moi, les gens qui arrivent avec ce genre d'argument-là, pour moi, ça a la même valeur que quand tu dis écoutez, c'est démontré par plein d'études, là, la cigarette, c'est mauvais pour la santé, puis ça cause des cancers, puis des problèmes cardiaques. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive et fait moi, ma grand-mère a fumé jusqu'à 98 ans. Puis là, cet exemple-là est supposé venir dire que c'est pas vrai, dans le fond. Ah, là, tu m'as eu. Ah ouais, cet exemple-là. Ben OK. Si ta grand-mère... Je baisse les bras, tu m'as eu. C'est... Ouais. Mais c'est exactement ça, moi, je trouve. C'est exactement le même niveau de réflexion. Tu te dis, OK, parfait. Ta grand-mère, des études scientifiques, ta grand-mère, OK, parfait. Moi, je trouve que ça correspond un peu au même état d'esprit. Puis, peut-être en terminant, si les gens, justement, veulent suivre un peu les trucs que tu écris, on peut reploguer ton blog donomadehistorian.substack.com. Je le mettrai peut-être dans la description du podcast, comme ça les gens pourront aller cliquer sur le lien. Y a-t-il une autre manière de te suivre, Facebook, Twitter ou peu importe? Est-ce que tu les deux, ces pages-là? surtout sur Twitter. Sur Twitter, je m'appelle The Nomad Historian aussi. Donc, je pense que quand tu tapes, tu peux me retrouver de cette façon-là. Il y a un lien vers mon blog aussi. Je suis sur Facebook aussi, mais c'est surtout sur Twitter où j'essaie de poster plus mes derniers textes et puis tout ça, et des citations, soit de mes textes ou d'autres commentaires un peu comme tout le monde. Après, moi, ma force, c'est pas le one-liner ou la phrase acerbe. Moi, j'aime bien suivre des gens sur Twitter. Je trouve qu'il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de talent pour faire ça. Moi, c'est pas ma force. Moi, j'aime mieux écrire des causes-essais. Donc, j'aime mieux amener les gens à me lire et à venir sur The Nomad Historian. Donc, effectivement, c'est une plateforme où on peut lire dessus, mais j'invite les gens à s'abonner. C'est gratuit. Ils rentrent leur adresse email gratuitement. Donc, ils vont recevoir dans leur boîte courriel les derniers textes à chaque fois que je vais en publier un. Puis bon, ils ne seront pas noyés de textes. Là. J'écris 1 à 2 textes par mois, donc pas de danger que je vais noyer votre boîte courriel avec ça. Est-ce que tu as un genre de petit scoop sur quoi tu es en train d'écrire? Quelles idées tu as en ce moment qui nous mettraient un petit peu l'eau à la bouche pour le prochain texte qui va sortir ou dans les prochains qui vont sortir? Là, j'ai quelques textes en cours. Je ne sais pas lequel va sortir en premier, mais bon, là, je vais aller un peu plus en profondeur justement sur les saisons de l'histoire qu'on vient de parler aujourd'hui, parce que j'ai pas fait de texte. J'ai fait référence à The Fourth Turning un peu, mais pas
c'était pas le propos essentiel d'un des textes que j'ai fait. Donc, je vais peut-être aller plus en profondeur là-dedans. D'ailleurs, Neil Howe va sortir un nouveau livre cette année qui va faire un peu suite à The Fourth Turning. Donc ça, c'est clair que je vais le lire et que je vais probablement faire un texte là-dessus. Après, si je regarde mes textes plus en français et tout ça, qui est plus centré Québec et tout ça, j'ai commencé à m'intéresser un peu à qu'est-ce qui serait arrivé si le Québec aurait été le 51e État américain plutôt OK. bon, c'est un peu une idée de départ, là, qui n'est pas nécessairement juste là-dessus, mais je vais amener une réflexion un peu comme je fais souvent, c'est-à-dire que on arrive toujours à des chemins où, dans l'histoire et qu'on aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Et bon, je travaille un peu là-dessus en ce moment aussi, là. OK, ben c'est super intéressant. Merci, Patrick, l'historien nomade, d'être venu dans le podcast.